Bonjour, merci Nathalie, et puis merci aussi à Nathalie Frogneux, de Nathalie, pour m'avoir invitée aujourd'hui. Je ne veux pas commenter plus la présentation, et je pense que je fais partie de ces gens qui ont leur avenir devant eux, à un âge un peu avancé, et que, en fait, j'ai été formée, moi, à la philosophie, à l'histoire de la philosophie moderne. Donc, je suis d'abord une cartésienne, vous voyez, et donc, toute ma question est d'avoir rencontré. Peut-être j'avais besoin. Bon, je m'arrête, je vous parlerai de ma biographie tout à l'heure. Alors voilà, qu'est-ce que le genre fait à la philosophie? Dans le deuxième sexe, donc cet ouvrage de 1949, hein, Simone de Beauvoir fait de la question qu'est-ce qu'une femme un problème philosophique avant que le lexique du genre ne se généralise. Celui-ci, je fais simple, on pourra en discuter, s'élabore aux États-Unis au tournant des années 80 et devient ensuite, à la faveur de la traduction de gender, un peu partout dans le monde, une catégorie d'analyse utile, pour reprendre la formule de John Scott. Donc une catégorie d'analyse utile dans les sciences sociales. Je voudrais montrer que la rigueur de la notion de genre repose d'abord sur un changement opéré en philosophie par Beauvoir, à savoir, on en a parlé, l'historicisation de la catégorie de femmes. Grâce à Beauvoir, en effet, le corps des femmes est compris comme une situation, c'est-à-dire le lieu d'un litige concernant la situation historique des femmes, que Beauvoir nomme soumission ou domination et appropriation du corps des femmes et de leur existence par les hommes dans le système patriarcal. La question qu'est-ce qu'une femme interroge l'histoire des catégories. En effet, il n'y a pas toujours eu des prolétaires, mais, je cite Beauvoir, aussi loin que l'histoire remonte, les femmes ont toujours été subordonnées à l'homme. Leur dépendance n'est pas la conséquence d'un événement ou d'un devenir, elle n'est pas arrivée. Cette prise de position est résolument anti-essentialiste et elle signifie une thèse philosophique qui est celle de Beauvoir ici. Les femmes ne sont pas encore sujets, elles ne disent pas nous, elles ne font pas exister un sujet femme, car elles luttent pour leur soumission, comme s'il s'agissait de leur salut. Je cite, bourgeoises, elles sont solidaires des bourgeois et non des femmes prolétaires, blanches des hommes blancs et non des femmes noires. D'où vient en la femme cette soumission? Comment rendre compte de l'historicité de la catégorie de femmes et défaire l'emprise du système patriarcal dans lequel la place du négatif, de l'autre, c'est vraiment la préface du deuxième sexe, est assignée aux femmes, quand au contraire, il est le sujet, avec un grand S, il est l'absolu, c'est-à-dire ce qui n'est pas relatif à un autre. Comment résister à cette subordination et prendre la mesure de ce passé qui n'en est pas un, tant il est enfoui en chacune et chacun de nous? L'écriture des femmes, philosophique et littéraire, c'est-à-dire la voix féministe du corps des femmes, au sens du génitif objectif et subjectif, est l'instrument principal de cette liberté. Bien que ce ne soit pas le point que je souhaite développer aujourd'hui, je retiens le fait que le corps des femmes est un objet de désir et un corps vivant et désirant, un corps sujet à de multiples métamorphoses, du corps de la petite fille à celui de l'adolescente menstruée, de la mère, de la femme ménopausée ou de la vieille femme. Ce corps est corps-situation, vivant au rythme de plusieurs vies, avec, chevillé au corps, une exigence universelle, éthique et politique, de liberté et d'égalité, dont parlait Geneviève Fraisse. Ainsi, la catégorie de femme ne peut pas se penser sans envisager la nature de ce corps vivant, ni la reconstruction de l'universel. Dans la filiation historique et philosophique du genre que je propose, je voudrais montrer que le genre n'implique ni l'effacement du corps sexué, ni l'abandon de l'universel. En outre, en posant le problème philosophique « qu'est-ce qu'une femme ?», Beauvoir a commencé d'assumer ce qu'on appelle de nos jours la dimension des savoirs situés ou l'objectivité forte, qui déconstruit la neutralité ou l'universel lorsqu'il est en sous-main d'obédience masculine. Ainsi, dit-elle, ainsi est-il significatif que je le pose, ce problème « qu'est-ce qu'une femme ?» Un homme n'aurait pas idée d'écrire sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles. Peut-être maintenant, oui. Si je veux me définir, je suis obligé d'abord de déclarer « je suis une femme ».
Cette vérité constitue le fond sur lequel s'enlèvera toute autre affirmation. Un homme ne commence jamais par se poser comme individu d'un certain sexe, qu'il le soit, cela va de soi. Historiciser la catégorie de femme passe donc par une critique de la neutralité apparente de l'universel et impose de repenser autrement sa construction. Car s'il est vrai que la norme de l'universalité des droits humains a contribué à l'obtention de droits importants pour les femmes, la situation des femmes reste contrastée dans le monde et la structure qui préside à leur soumission persiste. Bon, Geneviève Fraisse avait donné un certain nombre de caractères de cela. C'est pourquoi certains droits cruciaux que l'on avait cru acquis sont désormais remis en question. Or, dans le même temps, il est devenu plus compliqué de se situer dans les débats féministes. La cause principale en est l'adversité de notre époque, c'est-à-dire le retour en flamme du patriarcat qui accompagne la montée en puissance de courants politiques et religieux d'extrême droite et de droite conservatrice auxquels se sont jointes des féministes dites anti-genre. Ces courants prospèrent sur une négation du féminisme, négation à la fois de son histoire politique et des droits légitimement acquis, et de ces théories qu'ils caricaturent et condamnent sans les lire, en faisant de l'ignorance ou de l'intellectualisme la vertu même du bon sens. Il y a certes une pluralité de voix dans la théorie féministe, je cite avec des noms vraiment, et pas beaucoup de noms. Donc, le féminisme républicain en France, Elisabeth Badinter, Sylviane Agacinski, le féminisme de la différence, Luce Irigaray, Hélène Cixous, le féminisme matérialiste radical, Christine Delphi, Monique Wittig, le féminisme queer du genre, Judith Butler, par exemple, le féminisme noir et le féminisme postcolonial ou décolonial, Bell Hooks, Maria Lugones, le féminisme marxiste, Ilya Federici, le féminisme du Caire, Carol Gilligan, Joan Tronto, et l'écoféministe, Carolyn Merchant, Val Plumwood ou Donna Haraway. Certaines de ces voies sont inconciliables, mais d'autres sont compatibles ou complémentaires, et surtout rien dans les différentes théories ne s'oppose à la solidarité ni aux coalitions, puisqu'on a parlé aussi, pour défendre collectivement les droits des unes et des autres quand ils sont remis en question. Autrement dit, pour affirmer le principe universel du droit comme droit d'avoir des droits. Le fait que les féministes ne parlent pas d'une seule voix, en Europe, pas plus que dans le Sud global, n'est un problème ni pour la théorie, ni pour le mouvement féministe, car cette diversité est liée aux histoires politiques différentes et aux situations concrètes qui en ont résulté. Ce qui est plus inquiétant, c'est la dégradation de la confusion du débat public sur les questions féministes, dont les attaques sur le genre sont un signe proéminent. Une des tâches de la philosophie est, à mon sens, de résister à la confusion orchestrée par ces courants politiques qui voient dans le genre et les minorités LGBTQIA+, une menace d'effondrement des sociétés occidentales et la justification de l'autoritarisme et de l'illibéralisme en politique. Le genre n'est pas une idéologie, comme le prétend la récupération de l'extrême droite, cette notion, c'est-à-dire selon elle une idée contraire au bon sens et à la religion, une idée woke, au sens des intérêts des minorités LGBTQIA+. Cet autoritarisme illibéral, quand il est au pouvoir, proscrit l'étude du genre à l'université et à l'école, et car selon lui, le genre est synonyme d'encouragement à l'avortement, tout est confus, à l'homosexualité ou à la pédophilie, ou encore à la transition de genre, et il s'oppose aussi à l'éducation sexuelle à l'école, en tout cas, et à l'importance d'éduquer au consentement dans les relations sexuelles. Il veut détruire les politiques d'identité, remettre en cause les droits des minorités vulnérables et coupe aussi les crédits des organisations qui pourraient leur venir en aide. À partir des années 80, la contribution de la notion de genre à la théorie féministe a consisté à affirmer, en suivant Beauvoir, l'historicité de la catégorie de femmes et à la donner à penser en problématisant la naturalisation de la différence sexuelle. Je voudrais accompagner la pensée de Judith Butler, pas tout, mais lorsqu'elle écrit « La catégorie de femmes peut changer, et de fait elle change, et nous avons besoin qu'il en soit ainsi. D'un point de vue politique, garantir plus de liberté pour les femmes requiert que nous repensions la catégorie de femmes pour inclure de nouvelles possibilités. La signification historique du genre peut changer à mesure que ces normes sont réaffirmées, refusées ou recréées. Car le travail conceptuel sur la normativité du genre reste à l'ordre du jour et il oblige à repenser le statut de l'universel dans la théorie
et la pratique féministe. Alors, j'ai deux points, un point qui porte sur genre et sexe, et un point qui porte peut-être plus sur la question de l'universel et de la nouvelle querelle de l'universel. La catégorie de femme et la signification de la distinction genre-sexe. On considère que la catégorie de femme, s'il s'agit bien d'un concept universel, doit faire référence aux femmes individuelles, et que le critère ordinaire pour les identifier serait ou est anatomique ou biologique. Ainsi, selon les féministes anti-genre, la différence sexuelle est primordiale. Et reconnaître le fait biologique du sexe relève du bon sens. Or, en disant cela, elle s'oppose à une thèse féministe communément partagée que résume la célèbre affirmation de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est pourquoi, si l'on veut s'orienter dans les débats féministes, il faut revenir à cet énoncé classique « Que dit-il du sexe et de la catégorie de femme ?» qui puisse éclairer les débats actuels. En faisant appel à la distinction entre sexe et genre, il y a deux façons de comprendre l'énoncé. L'une est plus classique, l'autre plus radicale, et réinscrit Beauvoir dans une généalogie du genre conçue, avec Butler, comme une norme. Il est certes anachronique d'appliquer à Beauvoir une ressource lexicale de l'anglais relativement récente, puisque c'est au milieu des années 70 seulement que le terme de gender commence à être détourné par les féministes de son usage strictement grammatical. Je fais pas référence aux travaux biologiques de John Money parce qu'ils sont effectivement problématiques, puisque c'est des travaux de biologiques de médecins qui opèrent des réassignations de genre au profit effectivement d'une pensée sociale du genre, mais sans demander ni l'avis aux personnes intersexes, ni non plus à la famille, donc dans une violation. Et donc la notion de genre naît dans un contexte qui est un contexte extrêmement douloureux et problématique. Et dans la généalogie que je vous propose, c'est pas ça que je vais mettre en avant, même si les féministes qui travaillent sur le genre peuvent reprendre ces termes-là, John Money, mais d'une manière qui permette de s'orienter beaucoup plus clairement dans ces notions de sexe-genre que la reprise que peut en faire des pensées d'extrême droite en disant voyez à quoi mène cette pensée du genre. Donc moi je reviens là en disant que donc en gros, c'est au milieu des années 70, donc c'est une généalogie que propose John Scott, c'est au milieu des années 70 seulement que le terme de gender commence à être détourné par les féministes de son usage strictement grammatical. Cependant, si l'on accepte de suivre ce lexique, sexe-genre, on voit clairement que Beauvoir fait la distinction entre le genre social et le sexe biologique. C'est la première lecture, c'est basique. Elle insiste sur le fait que le genre est un aspect de l'identité qui est graduellement acquis. Introduire ainsi la distinction sexe-genre, c'est d'abord faire droit au refus, décisif tout de même pour le féminisme, de considérer que l'anatomie n'est pas, pour les femmes, un destin social. En posant la question « qu'est-ce qu'une femme ?», Beauvoir entend lutter contre le préjugé selon lequel il y a un destin social lié au sexe, largement partagé dans la société de son époque. Et c'est pourquoi il est tout de même consternant de voir des féministes ou de prétendus tels revendiquer de nos jours le sexe biologique comme base naturelle de ce qui doit définir socialement l'identité des femmes. Cependant, quand nous alignons la différence sexe-genre sur celle entre nature-culture, outre que nous validons le grand partage qui doit être repensé et remis en question, comme le fait la pensée écologique et l'écoféminisme, la formule de Beauvoir n'est pas non plus aussi claire qu'il pourrait y paraître. On comprend que, dans la formule, être femelle et être femme soient deux sortes d'êtres différents. Mais pourquoi être un certain sexe, c'est de l'anglicisme, mais voilà, mais pourquoi être un certain sexe induirait-il la nécessité, ou plutôt l'obligation, de devenir un certain genre ? Ainsi, dans sa lecture de Beauvoir, Butler met en relief une conception volontariste du genre, voluntaristic. Mais en quel sens ? Nullement au sens où le genre serait la conscience simple d'être un homme ou une femme et qui primerait sur l'existence ou la facticité du corps vivant sexué.
Il ne s'agit pas de dire que l'on pourrait choisir son genre comme on choisit ses habits le matin dans son placard, un coup fille, un coup garçon. En usant de la pensée, de la répétition et de la différence dans signature, événement, contexte de Derrida, Butler souligne la distinction capitale qu'il y a entre la performance et la performativité du genre. Et il faut en effet insister sur cette distinction pour remédier au contresens occasionné par l'importance que Butler a donnée à ses analyses de la drag queen comme allégorie du genre dans Gender Trouble. Mais comment comprendre donc la conception volontariste du genre chez Beauvoir? Le corps est une situation au sens d'une situation culturelle. Nous existons comme corps situés dans un monde qui est d'emblée social. Le corps est un site d'interprétation culturelle, une réalité matérielle toujours déjà située et définie au sein d'un contexte social. Il est une situation, car chacun existe corporellement, en assumant, c'est-à-dire en interprétant et en réinterprétant un ensemble d'interprétations sociales déjà là, qui sont l'objet d'une transmission à la fois sociale et culturelle. Le corps existe comme sujet corporel, sujet, si vous voulez, au sens de la liberté de la volonté, mais aussi au sens, bien sûr, du sujet assujetti aux normes sociales. Choisir son genre est un processus historique, c'est effectuer corporellement ce genre et trouver ainsi sa place dans un champ de possibilités interprétatives. Le lieu, le corps, est le lieu d'un processus dialectique, dit Butler, qui est une hegelienne à la base, de réinterprétation d'un ensemble d'interprétations données qui se sont imprimées dans la chair. Rien de plus faux que de penser que la question du genre est une négation du sexe ou une négation du corps. Donc, première citation, à chaque fois qu'il y aura une citation, je ferai comme ça. Si le genre est une interprétation variable du sexe, il manque de cette fixité ou de la clôture qui caractérise la simple identité. Être un certain genre, to be a gender, femme ou autre, c'est être engagé dans une interprétation culturelle du corps, toujours en cours, et être ainsi positionné au sein d'un champ de possibilités culturelles. Le genre doit être compris comme une manière d'assumer, de réaliser des possibilités, comme un processus d'interprétation du corps par laquelle on lui donne une forme culturelle. En d'autres termes, être une femme, c'est devenir une femme. Ça ne consiste pas à acquiescer à un statut ontologique fixe, car en ce cas on pourrait naître femme, mais plutôt un processus actif d'appropriation, d'interprétation et de réinterprétation de possibilités culturelles. C'est sûr que penser le genre à partir de la phénoménologie, c'est un gros avantage pour donner une place au corps vivant. La société nous enseigne la signification normative des identités hommes-femmes. Si chacun ou chacune fait de son mieux, qu'il ou elle peut pour incorporer ces normes, personne n'est en mesure de les reproduire parfaitement. Nous avons souscrit et nous continuons de souscrire à la demande sociale à laquelle nous sommes assujettis parce que accomplir son genre fait partie de ce qui nous rend intelligible, reconnaissable comme corps, qui fait sens pour la société et pour soi-même. Les corps qui échouent à se conformer aux normes semblent condamnés à une errance monstrueuse, aux limites du social qui les expose, à la médicalisation, à l'enfermement, voire à la mort, au suicide. Il est vrai que Butler fait partie de celles et ceux, ciel, pour qui être son genre n'est pas une démarche évidente. Et il y en a parmi nous. Et elle pense le genre à partir de cette position, à partir de la difficulté à assumer les normes qui façonnent les corps et les sexualités. Le corps désigne ainsi un nouage de culture et de choix, une manière personnelle de recevoir, d'assumer et de réinterpréter les normes de genre. Et donc une conséquence intéressante de cette lecture de Beauvoir, c'est que la notion d'un corps naturel ou d'un sexe naturel devient sujette à caution. Le sexe est moins naturel qu'il n'est l'objet d'une naturalisation. Et je pense que s'il ne faut pas de coalition, il y a une coalition ici entre le genre et l'écoféminisme, parce qu'il ne faudrait pas confondre, comme le dirait Catherine Larère, nature et naturalisation. Et Beauvoir s'accorde tout à fait avec cette thèse.
Comme l'a très bien dit, ou comme l'a dit très justement Merleau-Ponty, l'homme n'est pas une espèce naturelle. C'est une idée historique. La femme n'est pas une réalité figée, mais un devenir. C'est dans son devenir qu'il faudrait la confronter à l'homme, c'est-à-dire qu'il faudrait définir ses possibilités. Ce qui fausse tant de débats, c'est qu'on veut la réduire à ce qu'elle a été, à ce qu'elle est aujourd'hui, cependant qu'on pose la question de ses capacités. Le fait est que des capacités ne se réalisent que lorsqu'elles ont été réalisées. Mais le fait est aussi que lorsqu'on considère un être qui est transcendance ou dépassement, on ne peut jamais arrêter les comptes. Le corps n'est pas une chose, il est une situation. C'est notre prise sur le monde et l'esquisse de nos projets. Cette façon de lire Beauvoir l'ouvre à une direction de pensée à laquelle on ne s'attendait pas, car nous comprenons que ce n'est pas le sexe qui crée le genre, mais plutôt le genre qui crée le sexe. La différence entre sexe et genre n'est pas la répétition du dualisme nature-culture remis en cause par l'anthropologie, la philosophie environnementale et l'écoféminisme à bon droit, ni non plus un constructivisme fondé sur l'effacement du corps sexué. Joan Scott éclaire le tranchant de la notion de genre, parce qu'elle a écrit un texte fondateur sur le genre comme notion utile, puis au moment où justement cette notion perdait de son tranchant, parce qu'elle est reprise par le Vatican, par plein de pays, tout ça, on ne comprend plus rien ce que c'est que cette notion de genre, eh bien, elle a écrit un deuxième article, hein, la notion de genre, est-ce qu'elle est encore une notion utile ? Donc, cette façon donc Joan Scott éclaire le tranchant de la notion de genre. En effet, la façon dont nous voyons le monde comme genré résulte de nos préoccupations sur la façon dont le monde est en réalité ordonné selon le genre. Il ne s'agit pas de dire que nous voyons le monde conformément à notre genre, ou, comme elle dit en anglais, according to the gender that we are, conformément au genre que nous sommes. Car le genre n'est pas ce que quelqu'un est, un homme ou une femme, mais avant tout une catégorie d'analyse permettant d'interroger les significations qui caractérisent historiquement les relations entre les sexes. Je la cite. Trop souvent, genre connote une approche programmatique, surtout dans les études de sciences sociales. Trop souvent, genre connote une approche programmatique ou méthodologique dans laquelle les sens donnés à hommes et à femmes sont vus comme immuables. L'enjeu consiste à décrire des rôles qui diffèrent plutôt qu'à les interroger. Je pense que le genre ne peut demeurer utile que s'il dépasse cette approche, s'il est pris comme une invitation à réfléchir sur un mode critique à la manière dont les significations des corps sexués sont produites en relation les unes avec les autres, à s'interroger sur la manière dont ces significations se déploient et se modifie. C'est en ce sens-là qu'on parle de la production du sexe, pas au sens de la création ex nihilo par le discours. Il ne faudrait pas se concentrer sur les rôles assignés aux hommes et aux femmes, mais sur la construction de la différence sexuelle elle-même. Le genre indique ce qui compte pour la société dans les différences anatomiques. Et il montre que l'hétéronormativité, la contrainte sociale à l'hétérosexualité, naturalise le sexe et la différence sexuelle. J'insiste sur la formule hétérosexualité normative, car ce n'est pas le désir hétérosexuel qui en tant que désir serait normatif. L'hétéronormativité, avec ses injonctions et ses idéaux sociaux, de ce que doivent être la féminité, la masculinité, la sexualité normale ou naturelle, affecte chacune et chacun d'entre nous. Et effectivement, ça détruit, c'est toxique pour nous. Il est possible de reformuler la conception du devenir femme de Beauvoir dans les termes du trouble dans le genre. Et alors, exister, entre guillemets, parce que voilà le vocabulaire de Beauvoir, alors exister son genre, selon Beauvoir, signifie accepter et retravailler les normes culturelles qui gouvernent l'interprétation de son corps en combinant ou en subvertissant les oppositions du masculin et du féminin. Wittig et Foucault remettent en question la notion de sexe naturel et exposent les usages politiques des différences biologiques en établissant le système obligatoire de la binarité de genre. Pour les deux théoriciens, quelle que soit leur différence, pour les deux théoriciens, la différence de genre, de sexe,
prend place dans un contexte culturel qui requiert que ce sexe demeure dyadique. La démarcation de la différence anatomique ne précède pas l'interprétation culturelle de cette différence, mais elle en est, excusez-moi, je reprends, c'est moi qui traduis, je crois. Enfin, la démarcation, oui, c'est moi. La démarcation de la différence anatomique ne précède pas l'interprétation culturelle de cette différence, mais est elle-même un acte interprétatif chargé de présupposés normatifs. Que les nourrissons soient divisés en sexes à la naissance, explique Wittig, sert la finalité sociale de la reproduction, mais ils pourraient tout aussi bien être différenciés sur la base de la forme du lobe de leurs oreilles, ou mieux, ne pas être du tout différenciés sur la base de leur anatomie. En questionnant les restrictions binaires de la définition du genre, Wittig et Foucault libèrent le genre du sexe d'une manière que Simone de Beauvoir n'aurait pas imaginée. Et cependant, sa conception du corps comme situation jette assurément les bases de ce type de théorie. Beauvoir ne suggère pas qu'il puisse exister d'autres genres qu'hommes et femmes, mais elle les considère néanmoins comme des constructions historiques qui doivent être appropriées par les individus, et elle suggère aussi que le système de la binarité de genre n'a pas de nécessité ontologique. Butler n'hésite pas à suggérer la possibilité d'un autre genre et aussi celle du neutre au sens du non-binaire, en s'appuyant sur l'anthropologie et la biologie, en conjuguant Gay Rubin avec Anne Fausto-Sterling et en se basant désormais sur l'histoire coloniale du dimorphisme de genre. Le genre déconstruit l'universalité de la catégorie de femme si on entend par là que celle-ci se réfère à des corps dotés d'un sexe naturel. Et pour éviter tout risque de confusion, il vaudrait mieux parler de sexe assigné à la naissance plutôt que de sexe naturel. Et c'est un des points sur lesquels elle revient dans Qui a peur du genre, donc le dernier livre, où elle ne propose pas de refaire une théorie du genre, où elle s'inscrit parmi les théories du genre, mais en fait, elle corrige quand même pas mal de choses qu'elle a pu dire, et en particulier, on va voir. Elle appuie sa conception du sexe et du genre sur les sciences biologiques. Ça, c'est quand même le geste. Elle appuie sa conception du sexe et du genre sur les sciences biologiques et leur contribution à la complexité de ces questions dans la société. Et il y a en effet un consensus scientifique pour définir le sexe chez les humains comme une construction biologique, issue d'une combinaison de déterminants liés aux chromosomes, aux équilibres hormonaux, aux gonades et aux gamètes, aux organes génitaux et aux caractères sexuels secondaires. Je ne suis pas biologiste, mais en tout cas, ce sont tous des caractères biologiques sujets à variation, qui composent le sexe et indiquent ou indiqueraient plutôt un continuum entre les catégories du masculin et du féminin que la binarité. C'est aussi ce que rappelle une lettre récente de la Society for the Study of Evolution, qui s'oppose au département de santé et de services sociaux. Vous pouvez regarder en ligne, la lettre est assez récente. Je la prends d'une citation d'un article à paraître de Judith Butler, dont je vous donnerai le titre. Quand il prétend qu'il existe une base biologique, le département de santé, quand il prétend qu'il existe une base biologique qui définit le genre de manière strictement binaire à partir des organes génitaux. Le conseil de la Society for the Study of Evolution souligne que le sexe et le genre résultent plutôt d'une co-construction de la génétique et de l'environnement. Je ne sais pas si c'est suffisant, cette pensée d'une co-construction du naturel et du culturel, mais en tout cas c'est déjà un pas pour articuler le genre et la biologie. La référence aux travaux de Fausto-Sterling, comme à ce type de communication scientifique à destination de la société, a pour but de mettre en défaut la cohérence de la rhétorique du bon sens, telle qu'on peut la voir à l'œuvre dans la pluie de décrets de l'actuel président des États-Unis, qui a fait s'abattre sur ses concitoyens, je ne sais plus combien de nouveaux décrets depuis son élection, et en particulier celui que tu citais, donc l'Executive Order 14,168 du 20 janvier 2025, dont le titre est, tu l'as cité, défendre les femmes
contre l'idéologie extrémiste du genre et restituer la vérité biologique au gouvernement fédéral. Ces décrets appellent une analyse rhétorique et historique et juridique précise pour en dénoncer le caractère à la fois fallacieux et cruel. Et donc, c'est ce travail que Judith Butler fait dans un article de la London Review of Books, This is Wrong, qu'elle récupère pour justement cette analyse rhétorique. This is Wrong, Judith Butler on Executive Order, bon, je ne vais pas répéter, 14168. Et donc, c'est cette London Review of Book, volume 47, numéro 6, avril 2025, et c'est le pendant du chapitre de Qui a peur du genre, qui montre comment Trump avait été, d'une certaine manière, contredit par la Cour suprême concernant un jugement comme quoi effectivement mettre à la porte quelqu'un de transgenre constituait une discrimination sexuelle. Et donc, comme il n'était pas question du genre de la personne, peut-être cela n'impliquait pas une discrimination sexuelle. Mais finalement, le jugement a été qu'il y a bien une discrimination sexuelle parce que ça renvoie à la position dans le système de genre. Et donc, Trump a été contredit et donc là, dans le nouveau décret, il s'agit de dire non pas que le genre est fondé sur les organes sexuels, parce que justement ça a permis qu'il soit contredit par la Cour suprême, alors qu'il avait mis là des juges qui étaient des juges super, conservateurs, et donc il est passé à une autre définition du genre sexe, à savoir la taille des gamètes. Et donc, ce qui soi-disant serait immuable, le sexe, puisque le bon Dieu nous a fait, serait donc susceptible, dit Judith Butler dans son analyse, d'une définition qui, elle, est muable, puisqu'on peut passer, selon le besoin rhétorique de Trump, d'une définition en termes d'organes génitaux à une définition en termes de taille des gamètes, qui est beaucoup moins efficace évidemment que par la définition des organes génitaux. Donc ça, c'est une manière de résister et de ne pas tomber dans une espèce de sidération face à des attaques qui sont des attaques effectivement extrêmement graves et qui renvoient à une espérance, bien sûr, d'une démocratie à venir, d'un messianisme sans messianique, mais qui passe par une pratique discursive et militante et institutionnelle importante. Donc je vous renvoie à toutes ces choses. Alors moi, j'ai voulu montrer que ce que le genre doit à l'élaboration philosophique et la rigueur qui peut en ressortir. Il apparaît que contrairement à une lecture hâtive ou caricaturale, la perspective du genre ne constitue pas une négation de l'importance du corps ni de la facticité du sexe. Le genre suppose le corps vivant et désirant comme un corps en situation, pris dans le processus historique d'avoir à être son genre. Butler parle de l'assomption du sexe-genre à partir d'un désir de vivre ou d'une puissance d'agir, pour lequel ce devenir n'est pas évident et pour certains même s'avère aussi problématique que vital. Il faut écouter les gens quand même. Mettre à l'épreuve la rigueur de la notion de genre conduit à la nouvelle querelle des universels, des universaux, c'est mon côté médiéviste, puisque comme les universaux, ça existe vraiment. Bref, nouvelle querelle des universaux, comme la nomme Balibar, Étienne. Puisque maintenant Jeanne est plus connue peut-être. Je préférerais parler d'universel ou d'universalité, qui sont des notions appartenant pleinement au champ philosophique, plutôt que d'universalisme, qui est une notion plus polémique et à mon sens stérile quand elle ne fait que désigner un adversaire, à savoir l'anti-universalisme des anti-lumières, anti-modernes ou postmodernes, et quand son objectif se réduit à défendre l'universalisme des lumières en réitérant la logique contre son adversaire. Et cet adversaire est d'ailleurs souvent fantasmé, voire même produit, comme l'est le woke,
Car dans l'adversité, on finit par se reconnaître dans l'image négative qui vous est tendue. C'était confus psychologiquement aussi. À force de brandir à droite ou à l'extrême droite l'épouvantail du wokisme, on a suscité dans une partie de la gauche le désir de s'identifier à la caricature qui en est faite. Il faudrait regarder dans le détail. La polarisation de la société est l'expression de la grande confusion du débat public, et peut-être vaudrait-il mieux envisager le caractère pluriel de l'universel, ça on peut en discuter, et sa construction historique, que d'opposer l'universalisme à l'anti-universalisme. Et mon deuxième point est: la catégorie de femme se réfère-t-elle au sujet universel du féminisme? Il n'y a en effet pas d'universel sans exclusion. Ça, c'est la thèse de Butler qu'elle soutient. Évidemment, c'est mis en discussion. Il n'y a en effet pas d'universel sans exclusion, car les catégories sont construites à partir de l'exclusion de certaines entités qui échouent à se qualifier comme appartenant précisément à cette catégorie. L'autre qui tombe en dehors de la catégorie est produit par elle, en même temps qu'il lui est nécessaire pour se constituer comme un donné informant naturellement notre perception de la réalité, comme une catégorie naturalisée d'être dont la construction sociale est dissimulée. Foucault, bien sûr, se sert de cette hypothèse dans son travail d'historien-philosophe, car il entend, je cite Naissance de la biopolitique, non pas interroger les universaux en utilisant comme méthode critique l'histoire, mais partir de la décision de l'inexistence des universaux pour demander quelle histoire on peut faire. Bon, on peut soutenir cette hypothèse qui conçoit les catégories dans le processus de leur historicité d'une manière moins frontale. Par exemple, Sartre, bon, bien sûr, pas le Sartre de l'être et le néant. Par exemple, Sartre souligne qu'il n'y a pas de définition universelle de l'homme, car le définisseur entre dans le défini, et la définition fait alors partie du défini. Il n'y a ainsi pas de définition totalisante de l'homme en général. L'homme est un faux universel, dit-il dans les cahiers pour une morale, texte posthume, dissimulant une indétermination foncière. Par sa négativité, la critique de la raison dialectique est pas loin, par sa négativité, l'homme brise toutes les formes où il s'enferme, il est une perpétuelle conquête pour l'espèce de terrain d'existence nouveau. Le faux universel, que Hegel nomme pour sa part l'universel vide, est purement formel, il est l'objet pur et simple d'une réitération de l'exclusion sur laquelle il se fonde. Car cet universel est toujours repris par une idéologie dominante ou par un procès hégémonique, pour le dire, dans les formules d'Ernesto Laclau, qui remplit cet universel formel, vide, de signification historique contingente. La déconstruction du faux universel est au cœur d'une nouvelle querelle des universaux, mais cette déconstruction s'accompagne d'une reconstruction de l'universel tout autant nécessaire. Elle se fait dans l'élément d'une universalité conflictuelle ou en débat, dans un procès de traduction de l'universel entre les langues et les différentes cultures, comme l'illustre l'universel latéral. Alors là, je suis pas sûr de pas faire une récupération, mais comme tout le monde s'y livre, why not? Comme l'illustre l'universel latéral de Merleau-Ponty, tel que l'explicite Suleiman Bachir Diagne. Comme toutes les catégories, puisque je vais défendre l'universel, pourquoi pas, comme toutes les catégories, celle de femme est une construction historique fondée sur l'exclusion de certains êtres qui échouent à se qualifier comme lui appartenant de plein droit. C'est pourquoi il est difficile de considérer que la femme soit le sujet politique du féminisme. La construction de la catégorie de femme, c'est Judith Butler qui parle, dans Troubles dans le genre, la construction de la catégorie de femme comme un sujet cohérent et stable n'est-elle pas à son insu une régulation et une réification des rapports de genre? Or, une telle réification n'est-elle pas contraire au dessein féministe? Dans quelle mesure la catégorie femme ne parvient-elle à la stabilité et à la cohérence que dans la matrice hétérosexuelle? Retracer les processus politiques qui produisent et dissimulent les conditions de possibilité et d'émergence du sujet de droit du féminisme, telle est la tâche critique d'une généalogie féministe de la catégorie de femme. L'identité du sujet féministe ne devrait pas être au fondement de la politique féministe, quand la formation du sujet relève d'un champ de pouvoir au nom qu'on déploie au nom de ce fondement ou qu'on affirme au nom de ce fondement. Peut-être la représentation
je pense que c'est entre guillemets parce que c'est représentation politique, peut-être la représentation finira-t-elle paradoxalement par n'avoir de sens pour le féminisme qu'au moment où l'on aura renoncé au postulat de base, le sujet femme. Bon, bien sûr, il y a une critique du sujet, en bonne cartésienne, forcément, ça m'intéresse. La caractérisation du sujet comme sujet juridique en politique est corrélative de l'état de droit. Il est vrai que l'acquisition de droits, le droit de vote pour les femmes par exemple, ou le principe de l'égalité homme-femme dans le champ social, est incontestablement un progrès politique et social, puisqu'effectivement l'égalité renvoie à des droits qui deviennent des droits sociaux, comme l'a bien dit Geneviève Fraisse, et donc l'avortement, bon, au moins en devenir, puisque les disparités en termes de salaire, de travail domestique ou de charge mentale persistent. Le sujet juridique dissimule néanmoins les exclusions qui opèrent au sein de la catégorie historique de femmes. Par exemple, dans l'histoire moderne de la revendication du droit de vote des femmes, l'exclusion des ouvrières, des femmes noires ou de couleur. Et il y a d'autres exclusions qui frappent socialement, celles qui, par exemple, ne sont pas mères, quelle qu'en soit la raison, ou qui sont lesbiennes, ou qui sont femmes handicapées, ou encore les femmes âgées, parce que plus on vieillit, plus on vous regarde comme si vous étiez une chaise, ou je sais pas, autre chose. On doit en effet se demander, qu'est-ce qu'une femme ? Car si nous aspirons à une politique féministe représentative, nous devons rester avec le trouble de cette question et ne pas présumer que nous possédons un sens précis de ce à quoi la catégorie doit s'attacher. Alors après, il y a des réflexions ontologiques sur la question de l'essence, on pourra y revenir. Le féminisme du genre, parce qu'il critique l'universalité du sujet femme au sens d'une fixité anhistorique, est en un sens une forme de féminisme sans femme, que l'on dira postmoderne. Et il peut sembler que nous soyons alors perdus, voire paralysés, ou encore dans une perspective de perplexité sans fin. Par exemple, après Monique Wittig, est-il possible de parler des lesbiennes comme des femmes ? Est-ce que la critique de la catégorie de femmes implique l'interdiction ou la prohibition de l'usage du terme de femme, que ce soit au singulier ou au pluriel ? Remettre en question l'universalité des catégories n'implique, c'est mon message, nullement qu'il soit devenu inutile, voire impossible d'en faire usage, car les catégories sont nécessaires à la pensée et aux pratiques. Nous n'avons pas à jeter par-dessus bord ni les catégories, ni l'universalité, et le défi consiste à interroger et à utiliser les termes universels. Il reste en jeu dans la pensée et la pratique. Sans universel, on ne peut rien faire, bien que ce soit sur un mode non fondationnel. La pensée queer du genre aspire en effet à une modernité non fondationnelle. Mon problème, c'est comment hériter de ce qui m'a formé, c'est quand même la pensée moderne avec... Donc, je cite Judith Butler, donc un autre texte. La tâche, et puis je voulais effectivement l'entendre parler d'universel. La tâche consiste à forcer la modernité à inclure ceux et celles que ces termes excluent habituellement, sans que cette inclusion puisse neutraliser et domestiquer les termes nouvellement acceptés. Le problème de la récupération. Ces termes doivent rester problématiques dans l'organisation actuelle de la vie politique. Ils doivent exposer les limites de sa prétention à l'universalité et obliger à une remise en question radicale de ses paramètres. Pour qu'un terme s'intègre à un modèle politique après en avoir été exclu, il doit apparaître comme une menace pour la cohérence de ce modèle et celui-ci doit survivre à cette menace sans pour autant éradiquer ce terme. Ce dernier ouvre alors au sein de ce modèle politique, une temporalité différente en lui ouvrant un avenir inconnu, provoquant par là l'angoisse de ceux et celles qui surveillent ces frontières conventionnelles. Et donc les risques, j'imagine, de retour de flamme. S'il peut exister une modernité non fondationaliste, ce sera une modernité dont les termes clés ne seront pas garantis à l'avance, une modernité qui acceptera que la politique ne peut être anticipée, qu'elle est une politique de l'espoir et de l'inquiétude. La politique d'un état de droit vise à étendre les droits humains à ceux qui en ont été privés pour des raisons historiques ou contingentes, alors qu'ils leur reviennent aussi, puisqu'ils appartiennent au concept universel de l'humanité. La politique d'extension des droits est centrale à une vision progressiste de l'histoire. Et néanmoins, pour les théories et les politiques queer, l'extension n'est pas le plus important.
Dans la remise en question des catégories, l'enjeu est moins la reconnaissance des personnes nouvellement admises dans la catégorie que leur reconnaissabilité, non pas leur respectabilité, mais leur reconnaissabilité qui doit rester problématique si l'on veut désigner les limites inhérentes à la politique de la reconnaissance. L'universel ne peut être formulé qu'en réponse à un défi qui lui est lancé depuis son extérieur. Et c'est quand même ça la thèse. L'universel ne peut être formulé qu'en réponse à un défi qui lui est lancé depuis son extérieur. C'est pourquoi la question kantienne « que puis-je espérer ?» n'est pas totalement suffisante pour envisager réellement un progrès moral dans l'histoire. Les armes rhétoriques, quand même, sont aussi importantes et critiques au sens de la déconstruction. Le processus d'extension de la catégorie donne invariablement lieu à une forme de récupération. Et trop souvent, les termes exclusifs appropriés pour un usage progressif, c'est pour ça que ça doit rester problématique. Par exemple, le terme de citoyen, dans le procès historique de l'acquisition du droit de vote pour les femmes, font aussi l'objet d'une réappropriation régressive. C'est un point que Bell Hooks met bien en avant quand elle retrace les combats des suffragettes pour le droit de vote dans un des articles, je trouve vraiment très intéressant, et Elsa Dorland en avait donné aussi un commentaire. Donc, citation. L'absence de sentiment de solidarité politique de la majorité des réformatrices blanches avec les personnes noires a été mise en évidence lors du conflit qui a eu lieu autour du vote, lorsqu'il a été clair que les hommes blancs pourraient accorder le droit de vote aux Noirs tout en laissant les femmes blanches privées de ce même droit. Les suffragettes blanches n'ont pas réagi collectivement en exigeant que toutes les femmes et tous les hommes obtiennent le droit de vote. Elles n'ont fait qu'exprimer leur colère et leur indignation par rapport au fait qu'il leur semblait plus important pour les hommes blancs de maintenir les hiérarchies sexuelles que les hiérarchies raciales au cœur de l'arène politique. Oui, il y a des différends au sein des féministes. Donc, aux États-Unis, l'idéologie raciste blanche a permis aux femmes blanches de présupposer que le terme femme était synonyme de femme blanche ou d'expérience des femmes, dès lors que les femmes d'autres races sont perçues comme autres, comme des êtres déshumanisés, c'est toute l'histoire de l'esclavage, qui ne rentrent pas dans la catégorie de femmes. Il y a toute une histoire de la chair, comme catégorie désexualisée et comme objet d'expérimentation. C'est son histoire noire, grave. Bell Hooks explique d'ailleurs que le racisme ne tient pas au sentiment négatif des blanches à l'encontre des noirs, j'ai fait de l'écriture inclusive, qu'à un système établi historiquement qui promeut la domination et la soumission des unes et des autres. Donc les féministes blanches, c'est pas parce qu'elles sont de couleur blanche. C'est parce que elles s'inscrivent dans le combat en promouvant l'équivalence entre expérience des femmes et expérience des femmes blanches. Et le contraire, celles qui disent vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que l'expérience du racisme parce que vous êtes blanche, bah c'est la réponse du berger à la bergère, elle est à mon sens aussi fausse l'une que l'autre. Mais bon, voilà. C'est pourquoi parler de racisme anti-blanc est un contresens, et c'est donc à raison que Bell Hooks peut affirmer qu'un mouvement féministe raciste et classiste est une imposture qui masque la subordination des femmes aux principes patriarcaux et leur acceptation passive du statu quo. Remettre en question un terme comme celui de femme ou de féminisme, en montrant la diversité, les coalitions possibles, etc., consiste à se demander quelle est sa fonction, comment il joue dans un certain ordre du discours, comment il est investi, et ce qu'il vise à accomplir, et quelles sont les altérations qu'il subit. Il faut toujours interroger le sens des mots, Judith, prendre le risque de vivre avec des mots que nous ne cessons de mettre en doute. Et je cite, « En revendiquant d'être inclus dans cet universel, il, c'est-à-dire les sujets exclus, révèle le caractère contradictoire des formules conventionnelles antérieures de l'universel. Être capable d'énoncer une contradiction performative n'est en aucune manière une entreprise autodestructrice. Au contraire, la contradiction performative est cruciale pour la révision et l'élaboration constante des normes historiques de l'universalité propre à l'ouverture vers le futur de la démocratie elle-même. Affirmer que l'universel n'a pas encore été formulé, c'est insister sur le fait que ce pas encore est propre à la compréhension de l'universel lui-même. Ce qui reste
irréalisés dans l'universel constituent son essence. Les exclus constituent en ce sens la limite contingente de l'universalisation, et l'universel, loin d'être proportionné à sa formulation conventionnelle, émerge comme un idéal postulé, ouvert et sans limite, qui n'est adéquatement exprimé par aucun ensemble de conventions juridiques données. Il est temps peut-être quand même que je conclue. Le cœur d'une politique du performatif est de montrer que l'universel, en excluant certains sujets, contredit sa vocation à l'universalité. En disant ce qui reste inaccompli dans l'universel, en disant que ce qui reste inaccompli dans l'universel le constitue essentiellement, que l'universel ne commence à être formulé qu'au travers de ce qui défie sa formulation existante, précisément par ceux et celles, d'où la question des luttes, qu'il ne comprend pas. On ne s'oppose nullement à l'universalité, on n'est pas anti-universaliste, anti-progressiste ou anti-modernité. Au contraire, l'universel demeure un instrument nécessaire en politique pour remettre en question les limites d'une politique donnée, et ce n'est pas le moindre des paradoxes qu'un travail aussi attaché que celui de Butler à la tâche critique de remettre en question les identités fixes, celles de genre et de sexualité, ait été prise comme la référence en matière de promotion des politiques d'identité. Néanmoins, et peut-être faut faire la différence entre la question des identités au sens ontologique et la question des politiques d'identité. Néanmoins, ces politiques expriment un différent et elles visent à la reconnaissance des droits sociaux et politiques des minorités. Elles sont pleinement légitimes car elles reposent sur une lacune qui travaille au cœur de l'universel. Leur opposer les politiques de l'égalité, de la justice sociale ou de la justice au travail au motif qu'elles seraient plus universelles, ces politiques de l'égalité, de la justice sociale ou de la justice au travail, au motif qu'elles seraient plus universelles, n'a guère de sens, car les politiques de l'identité s'inscrivent aussi dans ces combats, et elles partagent pleinement leurs revendications de justice. Et l'on ne peut pas dire non plus que la perspective proposée soit anti-humaniste, au motif qu'elle récuse l'existence d'une définition totalitaire ou totalisante, de l'homme. Car peut-être que l'humain doit devenir étranger à lui-même. C'est Kafka qui est là. Monstrueux même, queer, c'est là le sens, la justification de ce terme, pour réinstaurer l'humain sur un autre plan. Merci.